Donc, d'un côté, toujours électrostatique, on va se rassurer avec ce qu'on connaît déjà. Et de l'autre côté, donc, magnétostatique. Alors, on va parler de la divergence des champs. Alors, la divergence des champs, donc ça, c'était l'équation de, vous vous souvenez, l'équation de Maxwell, qu'on avait appelée Maxwell-Gauss. Alors, ça, c'est l'équation locale. Ça veut dire que c'est l'équation qui est valable en chaque point de l'espace. Rho, c'était la densité volumique de charge. Et la signification physique de ce truc-là, c'était que le champ diverge à partir de ses sources. Et ça va créer un flux à travers la surface qui entoure les sources. Et quelle est la version intégrale de ça? Vous vous souvenez, c'était grâce au théorème de Green-Ostrogradsky, qui est équivalent, donc ça c'est la version locale, la version intégrée, la version... donc c'est le flux du champ électrostatique à travers une surface fermée, c'est la charge intérieure à cette surface divisée par epsilon 0. Donc ça c'était ce qu'on avait appelé le théorème de Gauss. Alors que se passe-t-il pour le champ magnétique? Il n'y a pas de théorème de Gauss pour le champ magnétique, mais il y a aussi une propriété sur la divergence de E. Alors, eh bien, je vous demande d'admettre que la divergence de B, ça c'est une des 4 équations de Maxwell, qu'on appelle parfois Maxwell-flux, parce qu'elle va être reliée au flux du champ magnétique à travers toute surface fermée. Certains l'appellent aussi parfois Maxwell-Thomson. Eh bien, la conséquence de ça, c'est que le flux du champ magnétique à travers toute surface fermée, alors ça se démontre un peu de la même façon qu'on passe de là à là, sauf que comme le membre de droite est nul, donc ça je vous demande de l'admettre, il n'y a rien de... Voilà, mais qu'est-ce que ça prouve, cette propriété? Donc le flux du champ magnétique à travers toute surface fermée est nul. Attention, c'est à travers une surface fermée. Donc une surface fermée, on sait que c'est une surface qui délimite un volume. Mais quelle va être la conséquence de ça? Eh bien, la conséquence physique de ça, eh bien, c'est, par exemple, typiquement, on va regarder ce qui se passe au travers d'un tube de champ. Donc un tube de champ, vous vous souvenez, c'est l'ensemble des lignes de champ qui s'appuient sur un contour fermé. Et vous vous souvenez qu'on peut fabriquer une surface fermée avec un tube de champ en lui rajoutant ces deux couvercles. Mais à ce moment-là, on est obligé d'orienter les surfaces toujours vers l'extérieur, parce que quand on calcule ce flux, la surface, elle est toujours orientée vers l'extérieur. Et quelle va être la propriété? Qui peut me dire qu'est-ce que ça va nous donner comme propriété, ça, du coup? On l'avait vu aussi pour le champ électrostatique dans une région vide de charge, parce que dans une région vide de charge, quand il n'y a pas de charge, Q intérieur est nul. Et qu'est-ce qui se passe dans une région vide de charge? Le flux va se conserver à travers toute surface. Ça veut dire que... Alors attention, à ce moment-là, quand on dit le flux se conserve, il faut changer l'orientation au moins d'une des deux surfaces. Donc il faudrait mettre un DS1 et un DS2, les deux dans le même sens. Donc je ne refais pas toute la démo, il faut partir de là. Il faut prendre bien les surfaces orientées vers l'extérieur, rechanger le signe ici. Donc on aura le flux du champ B à travers la surface S1 qui sera égal au flux du champ B à travers la surface S2. Mais attention, là, les deux surfaces doivent être orientées dans le même sens. C'est exactement la même chose que la conservation d'un débit massique ou d'un débit volumique, il faut le voir comme ça, dans un tuyau qui se resserre. Vous avez la conservation du flux. C'est exactement la même chose, nous dit cette relation-là. Le flux du champ magnétique se conserve. Et vous voyez que ça, c'est une propriété générale du flux, qui est des charges, qui n'est pas de charge, qui est des courants, qui n'est pas de courant, peu importe. Le flux se conserve. Donc voilà la nouveauté pour le champ magnétique. Le flux se conserve tout le temps. Voilà. Ce qui fait que, où est-ce que le champ va être le plus intense, évidemment? C'est là où les lignes de champ se resserre. Donc là, vous avez des zones de champ intenses pour le champ magnétique. Donc là, le champ B, il aura une norme élevée, alors que là, eh bien, il aura une norme qui sera plutôt petite puisque la section est grande. Donc ça, ce sont des idées qu'on a déjà vues. Donc je passe rapidement, mais c'est quand même une nouveauté. Donc voilà pour le champ magnétique. Alors maintenant, regardons ce qui se passe
avec le rotationnel de E. Donc toujours électrostat à gauche et magnétostat à droite. Donc le rotationnel de E. Vous vous souvenez le rotationnel de E? Alors attention, les 5 demi savent que c'est vrai qu'en régime statique, sinon c'est moins dB sur dt, hein, on le verra plus tard. Mais en électrostatique, le rotationnel de E est nul. C'est ce qu'on appelle l'équation de Maxwell-Faraday en électrostatique. La conséquence de ça, c'était quoi? Je ne sais même pas si on l'a vu, la conséquence de ça. Vraiment, si on l'a vu. C'était que E est égal à moins gradient V et que la circulation de E sur un contour fermé est égale à 0. Vous vous souvenez de ça? La circulation de E sur un contour fermé est égale à 0. Et E est un champ de gradient. Alors voilà pratiquement l'équation qui va être la plus importante maintenant pour nous au niveau du champ magnétique. Donc c'est ce qu'on appelle l'équation de Maxwell-Ampère. C'est celle-là qui va être la plus utile pour nous et c'est sur celle-là qu'on va s'appesantir beaucoup parce qu'elle va donner naissance au théorème d'Ampère. Et le théorème d'Ampère va jouer en magnétostatique un peu le même rôle que le théorème de Gauss en électrostatique. C'est-à-dire que c'est ce théorème d'Ampère qui va nous permettre de calculer les champs magnétiques. Donc c'est ça vraiment le cœur du cours sur la magnétostatique. Rotationnel de B est égal à mu0J. Voilà, je vous demande de l'admettre, hein, tout ça c'est parachuté. Alors physiquement, on va voir la signification physique de cette relation-là qui est une relation locale. Donc le rotationnel de B, les noms des opérateurs n'ont pas été choisis au hasard. Vous vous souvenez quand on était en mécanique des fluides, rotationnel de V, oméga, le vecteur tourbillon égale 1/2 de rotationnel de V, c'était lié à quoi? C'était lié à un champ des vitesses. Souvenez-vous du modèle du vortex ou de la petite tornade qui tourbillonne. Eh bien, en fait, ce champ magnétique, cette relation de Maxwell-Ampère, elle nous dit quoi? Elle nous dit que, voilà, imaginez, j'ai un fil avec une densité volumique de courant I. Si je suis en modélisation filiforme, on a vu tout à l'heure que ça voulait dire simplement j'ai un courant I dans le fil. Eh bien, on va voir que le champ magnétique, au lieu de diverger à partir de ses sources, voilà la grande idée physique qui est contenue là-dessous, c'est que le champ magnétique, il va tourbillonner autour de ses sources. Donc ça, vous pouvez le noter. Le champ magnétique, il diverge à partir de ses sources. Le champ électrostatique, il diverge à partir de ses sources, mais le champ magnétique, il tourbillonne, il tourne autour de ses sources. Et c'est ce qu'on va voir quand on va chercher à calculer les champs créés par les courants. Mais déjà, vous avez vu ça. L'année dernière, vous n'avez pas vu les lignes de champ d'une spire? Si, vous avez vu les lignes de champ d'une spire. Vous avez vu déjà qu'elles tournaient autour de la spire. La spire forme un petit moment magnétique. On y reviendra. Alors ça, c'est l'équation de Maxwell-Ampère qui va donner lieu à ce qu'on appelle le théorème d'Ampère. Alors qu'est-ce que c'est que le théorème d'Ampère? C'est le théorème le plus important de ce chapitre. Donc le théorème d'Ampère, alors attention, c'est une circulation, le théorème d'Ampère. Alors, ce n'est pas un flux, donc il y a des différences par rapport au théorème de Gauss. Alors, ça s'écrit donc, ça se dit, le flux, non, pas bien. La circulation du champ magnétique sur un contour fermé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a choisi un contour dans l'espace. D'accord? Et cela signifie aussi qu'on a orienté ce contour. Alors vous allez voir, il y a des différences par rapport au théorème de Gauss. Autant quand on avait le théorème de Gauss, est-ce qu'on avait le choix de l'orientation de la surface de Gauss? Écoutez bien ce que je dis. Quand on avait le théorème de Gauss, on n'avait pas le choix. Pourquoi? Parce qu'une surface de Gauss est forcément orientée vers l'extérieur, c'est une surface fermée. Mais quand j'ai un contour fermé, ça veut dire que le contour est fermé. Ça veut dire que je ne peux pas prendre un contour ouvert. Je suis obligé de revenir sur mes pas. Mais j'ai deux choix
d'orientation de ce contour. Je peux l'orienter comme ça ou je peux l'orienter dans l'autre sens. Et là, j'aurai le choix. Ça va être une difficulté supplémentaire du théorème d'Ampère. J'ai le choix. Mais une fois que j'ai choisi, je calcule la circulation sur ce contour. C'est une notion assez abstraite. Je fais le produit scalaire en chaque point du contour entre un élément tangent au contour et la valeur du champ en ce point. C'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez, c'est assez abstrait de la même manière que le flux, c'était assez abstrait. Mais on verra comment choisir les contours de façon à ce que ce calcul soit élémentaire de la même manière que le calcul du flux était élémentaire. Eh bien ça, on va démontrer que c'est μ0 fois ce qu'on appelle la somme des courants enlacés algébriques. On va passer beaucoup de temps sur ce théorème. Hein. C'est le cœur du cours sur la magnétostatique. Donc je le dis en français, vous le prenez en note, parce qu'il faut l'écrire en français. Si on vous demande dans une copie ou à l'oral, énoncez-moi le théorème d'Ampère, il ne faut pas simplement balancer une formule Louis Croivet-Bâton, hein, mais il faut faire une phrase en français. Alors écoutez bien la phrase. La circulation du champ B sur un contour fermé orienté, je répète, la circulation du champ B sur un contour fermé orienté est égale à μ0, alors c'est une constante, perméabilité magnétique du vide, μ0, vous l'appelez, fois la somme des courants enlacés par le contour. Attention, il faut savoir qui enlace qui. Hein. Ce sont les courants qui sont enlacés par le contour et algébriques. On va expliquer ce que ça veut dire algébrique. Alors, vous allez tout de suite comprendre parce qu'on va démontrer le passage de là à là, hein, qui est officiellement au programme, j'ai bien vérifié, par la formule de Stokes. C'est dans la démonstration en fait que vous allez comprendre. C'est assez abstrait, je reconnais hein, cette affaire-là. C'est assez abstrait, c'est assez mathématique comme ça, mais bon, c'est un intermédiaire de calcul pour calculer les champs B, de la même manière que le théorème de Gauss, c'était un intermédiaire de calcul. Donc vous voyez, on fait une circulation autour des sources du champ, parce que le champ il tourbillonne autour de ses sources. Alors on démontre le passage. Donc c'est basé sur la formule de Stokes. Alors vous vous souvenez de la formule de Stokes? Alors la formule de Stokes. Il y a deux formules comme ça, Green-Ostrogradsky et Stokes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Circulation de BDL. Donc j'ai un contour fermé, il est orienté. Alors écoutez bien. Que dit la formule de Stokes? Chaque mot est important. Elle nous dit que la circulation d'un champ de vecteurs sur un contour, et ce champ de vecteurs pour moi, ça va être le champ magnétique, c'est le flux du rotationnel de ce champ de vecteurs à travers toute surface qui s'appuie sur le contour, mais attention, dont l'orientation est induite par le choix du sens de parcours sur le contour. Je répète. La circulation de B sur un contour fermé orienté est égale au flux de son rotationnel à travers toute surface qui s'appuie sur le contour et dont l'orientation est induite par le choix du sens de parcours sur le contour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très simplement, une fois que j'ai choisi un contour et que j'ai choisi une orientation, j'ai insisté sur le fait que je peux choisir. J'ai implicitement défini un sens positif pour toute surface qui va s'appuyer sur le contour. Alors,
qu'est-ce que je peux prendre comme surface? En fait, je peux prendre n'importe quoi. Je ne l'ai pas vraiment démontré, ça, hein, mais je vous demande de l'admettre que je peux choisir n'importe quelle surface qui s'appuie sur le contour. Donc, je peux prendre une surface. Si, par exemple, le contour est plan, attention, ce n'est pas obligé que le contour soit plan, hein. Peut-être qu'il n'est pas plan, mais pour nous, ils seront toujours plans. Alors, soyons simples. Je vais prendre le contour qui s'appuie sur le contour comme ça, la surface. Et le DS, il est comment? Regardez, règle de la main droite. Je préfère, ou la règle du tire-bouchon, ou la règle de la main droite. Donc, je tourne avec les doigts de ma main droite dans le sens que j'ai choisi, et c'est le pouce qui me donne l'orientation du DS. Donc, ce que dit ce théorème, c'est que c'est pareil de calculer la circulation sur le contour que de faire le flux du rotationnel de B. Alors, quand on avait fait la tornade, hein, j'avais déjà balancé cette formule, mais je vous avais dit que c'était très abusif. Maintenant, c'est vraiment important. Hein, donc là, maintenant, ça y est, il faut y aller. Hein. Donc, c'est le flux du rotationnel de B à travers cette surface. Et pourquoi il n'y a pas de rond? Attention, les ronds, vous ne les mettez pas comme ça, là où vous avez envie. Là, il n'y a pas de rond, parce que... Là, il y a un rond parce que le contour est fermé. Mais là, il n'y a pas de rond parce que la surface qui s'appuie sur le contour en elle-même ne constitue pas une surface fermée. C'est quoi une surface fermée? Une surface fermée, c'est une surface qui délimite un volume. Donc, en elle-même, cette surface n'est pas fermée. Voilà. Mais que dit Maxwell Ampère? Il me dit que rotationnel de B, c'est pas n'importe quoi. C'est mu0j. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, c'est le petit moment un peu difficile à passer. Après, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Donc, je sors le mu0 de l'intégrale. Donc, j'ai la circulation de B qui vaut mu0. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez très simplement. Alors, j'ai un contour gamma. Et je suis en train de dire que la circulation de B, c'est mu0 fois la somme des JDS avec les DS qui sont orientés comme ça vers le haut. Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que... Alors, attention, cette formule-là, on a l'impression que ça ne marche qu'avec des courants volumiques. Mais évidemment, si vous avez des courants filiformes, comme ça arrivera fréquemment, n'oubliez jamais que des courants filiformes, c'est en fait une limite de courant volumique quand vous faites tendre la section des fils vers 0. Hein, on y reviendra. Donc, ça veut dire quoi ça? Donc, ça veut dire que, regardez, si vous avez des fils, imaginez vous avez des courants là qui transpercent. Alors, on verra ça avec des courants filiformes, avec des courants volumiques. Mais là, voilà, je mets des fils qui transpercent la surface qui s'appuie sur le contour. Et puis, ces fils sont parcourus par des courants. Il y a certains fils qui sont parcourus par des courants qui sont vers le haut et d'autres fils qui sont parcourus par des courants qui vont vers le bas. Qu'est-ce que c'est que la somme des JDS sur toute la surface? Ben ça, c'est la somme des courants. Pourquoi on dit que c'est algébrique? Ben parce qu'il y a des courants qui vont transpercer la surface dans le sens positif défini par DS. Ceux-là, je vais les compter positivement dans mon intégrale. Et il y a des courants qui vont transpercer la surface. Vous voyez ça comme un tambour hein, qui s'appuie sur le contour. Il y a des courants qui vont transpercer négativement. Mais eux, dans mon intégrale, J et DS seront en sens contraire. Donc, ils devront être comptés négativement. Donc, sur mon exemple là, regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça va faire mu0. Tous les courants qui transpercent dans le sens positif de DS, je les compte positivement. Donc, ça va me faire I1 plus I3, et ceux qui transpercent dans le sens négatif, je les compte négativement, moins I2. Ce n'est pas si difficile que ça. Donc, que dit le théorème d'Ampère? Si on résume tout, très très simple. Il dit que vous n'êtes pas obligé, vous n'allez pas refaire ça à chaque fois, il faut l'avoir compris une fois, mais après, c'est tout. On avance. La circulation de B sur un contour fermé orienté, c'est mu0 fois... Alors, des fois, j'ai mis I enlacé algébrique. J'aurais pu mettre la somme. Des fois, on met une somme comme ça pour bien montrer qu'en fait, on fait la somme de tous les courants. Quand je mets I enlacé, ça veut dire que c'est le courant total. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que I enlacé. Pourquoi enlacé? Parce que je ne vais tenir compte que des courants qui transpercent la surface. Autrement dit, je ne tiens compte que des courants qui
transperce la surface qui s'appuie sur le contour. Regardez, si j'ai d'autres courants là, je m'en fous. Eux, j'en tiens pas compte dans mon théorème d'Ampère. Pourquoi? Parce qu'ils ne transpercent pas la surface qui s'appuie sur le contour. Ça, c'est l'analogue de quoi avec le théorème de Gauss? S'il y a des charges à l'extérieur de la surface de Gauss, j'en tiens pas compte non plus. Et donc c'est I enlacé, donc je tiens compte que des courants qui sont enlacés par le contour d'Ampère. Et algébrique, pourquoi algébrique? Parce que si les courants sont dans le même sens que ds, transpercent positivement dans le sens de ds, je les compte positivement, et s'ils sont dans le sens contraire, je les compte négativement. Alors on va apprendre abondamment à se servir de ce théorème-là. C'est le théorème le plus important de ce cours.